Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce deuxième numéro de la saison 4 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. La pré-saison bat son plein tandis que l'exercice 2021-2022 pointe le bout de son nez et les Lakers sont toujours fanny, signe annonciateur d'une saison cataclysmique à venir. Lakers France sent l'odeur du sang et sort de cette off-season gonflée à bloc pour insulter à tout va les joueurs ayant promis monts et merveilles durant l'intersaison. Il explique être devenu plus lucide et capable d'ajuster la mire quand il dégaine, à l'instar de son idole de toujours, Dion Waiters. Nas, comment va? Salut Clem, j'aurais aimé dire salut Adri comme d'habitude aussi, mais malheureusement il ne sera pas là pour nous accompagner aujourd'hui. C'est bien dommage, mais on va essayer de pallier le mieux possible à son absence. En tout cas, ravi d'être là pour ce pod. Ça fait depuis un petit moment qu'on était excités, Clément, de le faire, ce pod, et nous y voilà, quoi. En effet, tu l'as dit, Nas, du coup, Adrien, qui nous avait promis, comme tout vétéran, que sa lenteur et son arthrose avaient disparu grâce à des injections et une préparation physique incroyable. Bon, pourtant, il squatte l'infirmerie, il ne sera pas disponible pour le podcast d'aujourd'hui. Nas, on va revenir sur ce qui s'est passé cet été, puisqu'on n'a pas fait de podcast depuis la signature de Russell Westbrook. Rob Pelinka vit sa crise du milieu de vie, qui est une étape récurrente dans le parcours de chacun. Qui entraîne généralement des changements radicaux, et Rob Pelinka a décidé de s'y plier puisque le général manager et vice-président des opérations basket a tout changé dans le roster, ou presque, puisque des 17 joueurs qui s'étaient inclinés face aux Suns, il n'en reste que 3, LeBron James, Anthony Davis et Talen Horton-Tucker. Oui. Excite donc les two-way contracts limités, Rip le frère de Giannis, Oui, les recrues et Jacob aussi. c'est vrai, les recrues qui ont déçu, les vétérans aux articulations qui queen, ou la légende André Drummond, pourtant promise au succès par un certain nombre. On a revu des visages familiers qui refont leur apparition. Et oui. Et qui viennent raviver la flamme d'une fanbase nostalgique ou hanter les nuits de ceux qui haïssent les meneurs qui se la touchent en défense malgré une réputation usurpée de bons défenseurs, sans viser de joueurs en particulier, bien entendu. Espèce d'enfoiré. Je suis mort, elle est incroyable. Mais pardon, excuse-moi. Pas de souci. Bon, toujours est-il qu'il y a eu du remue-ménage du côté de Los Angeles et qu'il est l'heure d'en parler. Je te propose, Nas, qu'on commence déjà par avoir ton ressenti et ensuite on passe aux joueurs qui sont partis avant de parler des arrivées et avant d'enchaîner sur une preview de la saison à venir. Comment tu as vécu cette free agency, toi? Écoute, mitigé. Je pense, de toute façon, à mon avis, vu que là en plus on n'a pas Adri avec nous, il va falloir qu'on se fasse vraiment un petit ping-pong, et c'est intéressant parce que toi tu avais beaucoup de choses à dire sur notre groupe Facebook au moment où tu voyais les signatures tomber, beaucoup d'insultes aussi. Mais c'est vrai que mitigé. Pourquoi mitigé? En fait, je l'aurais probablement pas été du tout si on avait gardé Alex Caruso, qu'on n'a pas gardé, en fait, pas parce qu'on ne pouvait pas le garder, mais pour des raisons, on va dire, financières. Tu pourras peut-être revenir un peu plus en détail dessus, mais c'est parce que Jenny Buss n'a pas voulu payer une taxe qu'elle n'a pas proposé à Caruso, qu'ils n'ont pas proposé à Caruso un contrat. Alors, c'est assez marrant parce que Caruso dit qu'il n'a pas eu d'offre des Lakers. Les sons de cloche médiatiques côté Lakers disent qu'il y a eu une offre sur la table pour Caruso, mais qu'il l'a refusée pour aller aux Bulls. On n'aura jamais finalement la vérité. Moi, j'ai quand même un peu du mal à croire que, à salaire égal, Caruso choisisse les Bulls plutôt que les Lakers, équipe dans laquelle il a été champion, fanbase qui lui a donné sa chance, qui l'a chéri plus que tout, etc. Mais bref, Caruso est du passé, en tout cas pour l'instant. À mon plus grand désespoir, à ton plus grand désespoir aussi, je pense, puisqu'on perd là, en fait, l'un des éléments défensifs dans nos guards qui était le plus important et qu'on n'a, en fait, finalement pas remplacé dans cette free agency. Donc, finalement, on reviendra un peu plus en détail sur les profils, mais c'est vrai que, comme tu dis, changement énorme, virage à 180 degrés pour Pelinka. On a finalement une équipe dont se dégagent des profils individuels plutôt offensifs, tandis qu'avant, c'était des profils, on va dire, des role-players, pas forcément tous des excellents défenseurs, mais qui avaient quand même certaines capacités à défendre, et qui, du coup, matchaient plutôt bien avec la philosophie de Vogel. Là, on a des joueurs individuels, on reviendra un peu plus tard, qui sont capables de scorer, mais qui sont aussi capables d'être des gros handicapés en défense. On l'a déjà un petit peu vu sur ces quelques premiers matchs de pré-saison, même si ça reste de la pré-saison. Mais voilà, par contre, moi, c'est vrai que plutôt finalement pas mécontent de revoir Dwight, qui a l'air d'être vraiment ravi d'être ici. Et
Je pense que c'est quelque chose qui est important pour ce joueur et qui n'a pas forcément été le cas aux Sixers. Je pense qu'il a moins bien marché aux Sixers parce que son basket s'essouffle un petit peu aussi, mais aussi parce qu'il n'était pas aussi bien qu'aux Lakers. Et là, le voir vraiment content tout le temps à poster des photos, des stories, machin, de la chance qu'il a d'être aux Lakers, ça fait plaisir. Le retour de Rondo, t'en parlais aussi un petit peu. J'étais sceptique au début, et puis finalement, en voyant ces différentes prises de parole, qui du coup sont des prises de parole plutôt, on va dire, raisonnables sur le fait qu'il sait qu'il n'aura pas un temps de jeu extrême aussi grand que celui de l'année du titre, et qu'il en a aussi profité pour complimenter des joueurs. Il a complimenté Talen Horton-Tucker aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'avais vu, Clem, en disant qu'il était un monstre et qu'il explosait tout le monde à l'entraînement. Donc plutôt content aussi du retour de Rondo. Après voilà, le départ de Caruso rend finalement une free agency qui est quand même globalement réussie parce qu'on arrive à signer des joueurs sur des contrats minimum assez inespérés. Le fait qu'on garde pas Caruso alors qu'en plus on pouvait le garder, ça met un vrai petit coup quand même dans cette free agency de Rob Pelinka. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il est difficile de concevoir que Rob Pelinka ait laissé partir Caruso si on se base sur des critères sportifs et affectifs. Ouais. Caruso a démarré sa carrière en G-League à OKC, a atterri à Los Angeles, puis il a été promu en NBA, ça s'est super bien passé, il a plongé 2 ans, etc., le titre, et il s'affirme l'année dernière comme l'un des meilleurs free and D de la ligue sur ce profil-là, c'est-à-dire ces joueurs capables de défendre sur le porteur de balle adverse, de vraiment cadenasser le porteur de balle principal adverse, le guard dominant adverse. C'était vraiment l'un des meilleurs dans la ligue. C'est ce que j'avais sorti en amont de la free agency avec certains profils de joueurs à cibler, notamment Ken Bazemore, mais on y reviendra un petit peu plus tard, et Alex Caruso, avec le départ de KCP du côté de Washington en compagnie de Kyle Kuzma, on les salue, s'affirmait vraiment dans mon esprit comme le potentiel titulaire au poste 2 à côté de Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis, puisque c'est un joueur qui ne demande pas le ballon, qui peut jouer énormément de catch and shoot et qui peut desservir Russell Westbrook de ses obligations défensives. Il n'en sera rien puisqu'il est parti d'entrée à Chicago. Ramona Shelburne avait enfin raison, malheureusement. Ouais. Et la seule raison qui peut justifier ça, c'est que le front office a reçu des ordres de la direction sur l'argent à dépenser cet été, puisque les Lakers étaient dans la luxury tax. Et la luxury tax, c'est un niveau où tout salaire compte double, voire, je ne sais plus précisément, c'est pas moi qui ai en tête, mais un salaire par exemple de minimum qui est autour de 2,6 millions te revient finalement à 7 ou 8 millions dans la dépense que tu vas avoir. Donc c'est des choses à réfléchir et à peser. C'est pour ça aussi que Jared Dudley, avec son emploi fictif, n'a pas été reconduit. Voilà, vas-y. Juste, je coupe vite fait sur ça. C'est intéressant que tu en parles parce que la non-signature de Caruso a relancé des débats au sein des fans des Lakers, surtout aux States, parce que c'est surtout aux States qu'on a des fans des Lakers qui suivent la franchise depuis des dizaines et des dizaines d'années. Relance toujours cet éternel sujet, cet éternel débat sur est-ce que Jimmy doit vendre les Lakers. Parce que quand tu vois la payroll des Warriors, on en a parlé toi et moi, et je crois que c'est peut-être même toi qui en avais parlé sur le compte à l'époque. Quand tu vois la payroll des Warriors, qui est bien plus élevée que la nôtre, c'est des mecs qui se permettent justement de faire ces dépenses. Et quand tu es dans un moment de l'histoire de ta franchise où tu as ce qu'on appelle un title shot sur quelques saisons, c'est le cas de LeBron James, c'est le cas des Lakers avec LeBron James, Anthony Davis et encore plus avec Russell Westbrook. C'est peut-être le moment justement où il faut aligner les billets, etc. Bon, on en avait un petit peu parlé quand même de Caruso, il me semble, dans le dernier pod, si je dis pas de bêtises. Donc ça sert à rien de réouvrir le dossier et d'en reparler dans tous les sens, mais c'est vrai qu'effectivement, le débat est revenu à juste titre, quoi. Oui, c'est une piqûre de rappel pour ceux qui ne le savaient peut-être pas ou qui l'avaient oublié, que Jeanie Buss n'est pas l'une des richissimes propriétaires qui possèdent une équipe dans la ligue. Les Lakers ont une renommée historique, médiatique, et font partie de ces équipes qu'on appelle gros marché, puisque si tu es à Los Angeles, évidemment, tu es vraiment sous le feu des projecteurs, et ça peut être attirant pour certains, mais elle n'a pas les reins
pour tenir comme par exemple son homologue des Clippers qui a quasiment argent illimité pour maintenir sa franchise. Voilà. Pour en revenir sur une possible vente, on sait qu'il y avait un second actionnaire, Philippe Schultz, qui avait environ, je ne sais plus si c'était 27 ou 28% des Lakers. Et qui avait la possibilité dans son contrat, il avait un droit de veto, et il avait aussi la priorité pour acheter les parts de Jenny Buzz si jamais celle-ci voulait vendre, si le conglomérat des Buzz voulait vendre. Philippe Schultz a revendu ses parts aux propriétaires des Dodgers, Mark Walter et Todd Boehly. Donc on peut imaginer que les clauses c'est les mêmes et que si jamais Jelly Buzz devait vendre, les premiers informés ce seraient ces deux personnes qui pourraient racheter Los Angeles. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'informations qui circulent dans ce sens-là. Non, mais c'est pas des informations qui circulent dans ce sens-là, c'est simplement des suppositions, des projections et puis aussi des débats qu'il faut oser aussi mettre sur la table, parce que effectivement chipoter pour le contrat de Caruso quand tu sais que c'est un joueur extrêmement important pour ton équipe, c'est quand même bizarre. Alors après j'imagine que Jenny Buss demande quand même des infos à son FO et au staff des Lakers sur Caruso, j'entends pour le coup, et peut-être que ces derniers n'ont pas jugé bon de la pousser à fond vers la re-signature de Caruso en lui disant écoute, on peut s'en passer entre guillemets. Peut-être que c'est aussi ce qui s'est passé, hein, et le cas échéant, ce serait limite encore plus de la faute des proches de Jenny que de Jenny elle-même. Mais anyway. On a vu d'autres départs, Nas, de role-players comme Markieff Morris, Wesley Matthews, McKinney qui est parti, Dennis Schroeder qui est allé gratter son énorme chèque du côté de Boston. Absolument. C'est 84 millions à peu près, c'est ça? J'ai pas en tête. Non, c'est pas 84 millions du coup. Est-ce qu'il y a un autre départ qui t'attriste ou qui tu regrettes peut-être un petit peu? Moi, j'en ai un en tête. Je continue avec mon serpent de mer, Marc Gasol. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Qui a fait partie d'un dump trade du côté de Memphis, accompagné d'un second tour de draft 2024 pour atterrir à Memphis contre les droits d'un pivot chinois qu'on ne reverra certainement jamais en NBA. On ne verra jamais en NBA, non. Voilà, Marc Gasol qui avait dit à un moment donné, j'ai souvenir lors des Jeux Olympiques, qu'il voulait revenir à Los Angeles pour faire sa saison. Bon, finalement, il n'en avait vraisemblablement pas envie. Toujours énervé par ce qui s'est passé l'an dernier avec la signature de Drummond et les promesses qui avaient été faites. Donc, comme quoi, on ramasse toujours sur cette situation-là. Et finalement, alors que Marc Gasol correspondait vraiment au poste 5 typique, qui pouvait jouer à la fois avec AD et Russell Westbrook. Ouais, en l'occurrence, ouais. Après, c'est vrai que pour Marc Gasol, un peu pareil que pour Caruso, on n'aura jamais le véritable fin mot de l'histoire. Est-ce que lui n'avait tout simplement pas envie d'arrêter, en fait, de raccrocher pour la NBA pour toujours, parce que c'est aussi une possibilité. Est-ce que c'est effectivement, est-ce qu'on a on a continué de ramasser la signature de Drummond post-season malgré le fait qu'on le garde pas et que Marc Gasol savait très bien qu'on n'allait pas le garder? Est-ce que c'est la signature de Fisdale avec qui il s'entend pas du tout qui a influencé Marc Gasol vers le fait de ne pas retourner aux Lakers? En fait, en réalité, Clem, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais par contre, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il aurait été un profil super intéressant, d'autant plus, si tu veux, quand tu regardes qui on l'a remplacé au poste 5. Et je parle pas de Dwight Howard en l'occurrence, parce que je trouve que Dwight Howard est une bonne signature. Je parle d'un autre pivot qu'on a signé. Alors lui, on sait pas ce qu'il fait là. C'est ce cher DeAndre Jordan. C'est vrai que dans une optique où tu sais que tu vas re-signer Dwight Howard, je vois pas pourquoi est-ce que tu vas signer DeAndre Jordan, et encore moins en évinçant Gasol, entre guillemets. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que le duo Dwight Howard-Marc Gasol était super intéressant en l'occurrence. Au poste 5, j'entends, parce qu'il t'apporte encore plus de polyvalence, et puis t'apporte surtout de la défense, qui est totalement absente chez DeAndre Jordan, quoi. Donc oui, effectivement, déçu de ne pas le revoir. J'aurais aimé qu'on garde Markieff aussi, mais à la fois, là, je crois que c'est le moment où il fallait le payer, justement. Et on n'a pas forcément les moyens pour. Et en plus de ça, il sortait d'une... Et il n'a pas forcément le niveau pour non plus. Ouais, voilà, il sortait d'une saison assez catastrophique. Donc ouais, non, ouais, Marc Gasol, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a des signatures sur lesquelles je pense qu'on est globalement d'accord.
sur le fait que ce sont des bonnes signatures. Je pense notamment à Trevor Ariza, Dwight Howard et Ken Bazemore. Oui. Ces trois-là semblent vraiment au salaire minimum. Malik Monk aussi, à ce prix-là, c'est bien aussi. C'est ça. Les trois-là que j'avais cités, c'était parmi les premiers à revenir à Los Angeles avec Wayne Ellington, donc salaire minimum. Oui. Trevor Ariza, qui du haut de ses 75 ans, a toujours des missions défensives compliquées. Je crois qu'à Miami, c'était lui qui avait le match-up le plus compliqué généralement. Oui. En termes de fréquence, c'était même au-dessus de Jimmy Butler. Hein. Oui. C'est pour dire. Ken Bazemore, voilà, je l'avais dit tout à l'heure, c'était l'un des meilleurs friendly de la Ligue la saison dernière. À voir s'il maintiendra ce niveau-là. Mais c'est sûr que la critique qui était parfois faite à Golden State, c'était qu'en termes de playmaking, c'était le jour et la nuit parfois. Il y avait des manques de lucidité qu'il n'aura pas là, puisqu'en fait, il n'aura pas du tout le ballon dans les mains. Il va vraiment se concentrer sur du catch and shoot, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais. Au niveau dans un deuxième range, il y a des choix qui questionnaient de mon côté. C'était Wayne Ellington, et d'autant plus une fois qu'on a signé Malik Monk. En fait, on a signé Wayne Ellington, et puis, je crois que c'est 2 jours après, Malik Monk a été annoncé, pareil, salaire minimum, qui revient un petit peu dans ce créneau-là de joueurs capables offensivement d'étirer le jeu, mais défensivement, ça va être compliqué cette saison. Ça va être dur, ouais, ça va être dur. On n'a pas des profils en sortie de banc ultra défensifs, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que Ellington, effectivement, c'est pas une signature incroyable maintenant pour ce qu'il va jouer et pour le rôle qu'il va avoir dans la rotation. Je veux dire, pour un 13e du banc, est-ce que c'est si dramatique que ça d'avoir Ellington? Je crois pas que ce soit si dramatique que ça. Mais c'est vrai que par contre, effectivement, le profil avec Monk, ça fait un petit peu doublon. Quitte à en signer un plutôt que les deux, il aurait juste fallu prendre Monk et puis prendre un ailier, par exemple, à la place d'Ellington. Mais oui, c'est vrai que ce basse roster, il lui manque finalement un petit peu ce qui lui manquait la saison dernière. Hein. C'est de la défense au poste 3-4, surtout à mon humble avis au poste 4, parce que finalement, on a quand même des joueurs qui peuvent potentiellement sur certaines stretch défendre sur du 3, mais sur du 4, c'est vrai que c'est un peu léger. Sachant qu'en plus, tu sais que tu as AD qui va jouer beaucoup poste 5 la saison prochaine. Il aurait fallu essayer de se blinder sur ce poste-là, et c'est vrai que on perd finalement Kuzma, qui n'était pas un défenseur incroyable, mais qui avait quand même de la taille, et on l'a finalement pas remplacé. On l'a remplacé un peu contre Ariza, mais Ariza, est-ce que tu peux compter sur lui physiquement autant que sur un Kuzma, par exemple? C'est un peu ça le truc, c'est que Ariza est une bonne option, mais pour moi c'est une bonne option si tu as une option de rechange c'est ça. Avec lui, quoi. Voilà. C'est ça, Ariza ne pourra pas assurer pendant 48 minutes, et même si LeBron va pouvoir s'occuper ponctuellement de tâches défensives, il l'a déjà fait. Il fallait quelqu'un pour défendre sur les ailiers, notamment sur pas forcément les postes 4, mais en tout cas les postes 3. Moi je vois vraiment Talen Horton-Tucker qui va être responsabilisé sur de la défense sur le porteur de balle, notamment les ailiers. C'est un peu ce qui a été suggéré par Pelinka et Frank Vogel lors du Media Day, c'était qu'ils allaient responsabiliser Talen Horton-Tucker et qu'ils attendaient de lui une meilleure saison défensive. Talen Horton-Tucker qui est plutôt bon finalement sur l'homme, mais qui est totalement perdu une fois qu'il est censé se déplacer et venir en aide. Il fait des aides un peu aléatoires comme pouvait le faire Jordan Clarkson par moment. c'est dire. grave. Bon, heureusement que lui est bon une fois qu'il a le joueur en face de lui, quoi. Mais bon. Ouais, parce que ce qui n'était pas forcément le cas de JC d'Amour. Mais c'est vrai que l'autre poste 4 qui a été signé, en plus de Trevor Ariza, c'est Carmelo Anthony. Oui, mais en défense, tu penses pas que ça va faire le taf? Non, c'est vrai que effectivement, Melo, défensivement, c'est simple. C'est tellement un trou qu'il va falloir qu'il soit en surchauffe offensive en permanence pour équilibrer la perte défensive que son équipe a quand il est sur le parquet. Après, il performait aussi dans une équipe des Blazers qui était pas connue du tout pour sa défense collective non plus. Donc à sa décharge, il y a un petit peu ça aussi. On peut s'imaginer que dans un système organisé par Vogel, ce soit un peu mieux. Mais cela dit, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de miracle, quoi. Melo va pas devenir un lockdown au poste 4 du jour au lendemain pour nous faire plaisir. On devra juste prier qu'il mette ses points, qu'il soit efficace sur catch and shoot et qu'il fasse grimper nos pourcentages à 3 points, ce à quoi il a
sur quoi il a plutôt été efficace ces dernières saisons quand même. On ne pourra pas lui enlever ça. C'est ça, notamment la saison dernière aux Blazers. Et ce que je voulais dire, c'est que je vais développer, mais Melo est un peu l'exemple type de mon jugement sur cette free agency de la part de Pelinka. C'est-à-dire que Melo arrive avec une étiquette de joueur capable de créer son tir, très très bon à 3 points, etc. Par contre, défensivement, c'est catastrophique. C'est-à-dire que l'année dernière, je crois que c'était dans la 5e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 5% des joueurs NBA l'an dernier qui étaient moins bons que Melo en défense. Alors comme tu l'as dit, il était aux Blazers. Pour le coup, il y avait pas mal de joueurs de Portland qui étaient dans le fond du panier. Mais à 37 ans, il ne va pas se révolutionner. Ah bah non, c'est sûr. Est-ce que ce joueur, tu es capable de le mettre 25 minutes sur le parquet et penser qu'il va pouvoir t'apporter plus qu'il ne te coûte? Personnellement, je ne le pense pas. C'est un joueur que tu vas mettre 20 minutes vraiment en rotation post 4, ça va être super. Et en playoff, tu es censé réduire son temps. Mais est-ce que Vogel va le faire? Est-ce que Vogel va prendre la responsabilité de bencher des joueurs comme Rajon Rondo, Carmelo Anthony et DeAndre Jordan en playoff? Écoute, pour Rondo, je pense que oui, parce que ça a été clair et dès la première conférence de presse, Rondo l'a dit spontanément, ce qui est plutôt honnête et bien de sa part, je trouve. Effectivement, là où je suis un peu plus éthique, je suis d'accord, c'est pour Melo et DeAndre Jordan qu'on voit, surtout pour DeAndre Jordan, qu'on voit beaucoup jouer là en pré-saison. Alors, je sais pas si c'est parce que Vogel se cherche ou pas, mais on voit ce joueur beaucoup trop jouer par rapport au niveau effectif qu'il a. C'est vrai que DeAndre Jordan, le peu que je l'ai vu jouer là avec le maillot des Lakers en saison, c'était abyssal, quoi. Abyssal. Ouais, ice, ouais, c'est ça. Non, il t'en fait regretter André Drummond, quoi. Tu vois, c'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Donc oui. C'est une free agency finalement un peu spéciale. Après, écoute, c'est Q-Basket qui nous avait sollicité pour leur habituel preview et c'est un peu ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il y a des signatures qui sont convaincantes. On n'a pas parlé de Kendrick Dunn, mais c'est pareil, je suis super satisfait en tout cas de cette signature en sortie de banc. Et d'autres qui posent question, mais mon degré d'appréciation dépendra aussi du rôle qui leur sera donné. Rajon Rondo, j'avais dit si son temps de jeu est limité, pourquoi pas. Vraiment, quand tu as un vétéran comme ça dans le groupe, c'est vraiment un bénéfice à partir du moment où ton rôle est établi et cadré. Et c'est visiblement le cas. Pareil pour DeAndre Jordan et Carmelo Anthony. Et comme tu l'as dit, DeAndre Jordan, pour le moment, on ne sait pas trop s'il va être balancé titulaire, ce qui serait un non-sens, un total non-sens. Ou si Fred White, tu vois, qui t'a joué avec un vrai pivot de métier, quoi, tu vois. Voilà, c'était la question pour DeAndre Jordan. On parle aussi peut-être rapidement de la bonne surprise Austin Reeves, puisque la dernière fois il avait un two-way contract. Et ça, en fait, ça nous fait une transition parfaite, si tu veux, parce qu'on parlait d'une free agency qui était un peu light niveau défense, et on se rend compte finalement que on a quand même du potentiel sur les undrafted et sur les two-way contracts. On récorde ce pod littéralement 1 heure après la signature de Sekou Doumbouya. Je te laisserai en faire une meilleure introduction plus tard, mais pour revenir sur Austin Reeves, effectivement, joueur de 23 ans, donc quand même assez âgé, NBA ready, tant dans le physique, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tant dans le physique que dans le jeu, en fin de compte. Il a l'air d'être assez mature. Il a un petit côté un petit peu insolent que j'aime bien. Et puis c'est vrai que là, sur cette pré-saison, il te montre sur certaines possessions de très très belles choses en défense, en tout cas sur l'homme. Collectivement, c'est dur de vraiment se faire une idée parce qu'on est en pré-saison et il y a aucun rythme, quoi, d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, ouais, sur certaines, enfin, en 1-1, bien aimé ce que j'ai vu d'Austin Reeves. Il est pas petit en plus, c'est un combo garde plutôt grand qui peut être amené à défendre sur du 3 par exemple. Sur du 4, ce sera trop petit, je pense. Mais sur du 3, pourquoi pas. Donc, ouais, belle surprise, Austin Reeves. Oui, comme je disais, qui a été promu sur un contrat plus classique. Ouais, c'est ça, un contrat plus classique au minimum. Ouais, en fait. Hein. C'est ça. Donc, avec la deuxième année, je crois que c'est une team option. Il me semble. Voilà. Et donc, il libérait une place pour un autre two-way contract avec Joel Ayayi. Et comme tu l'as dit, il y a quelques heures, on a appris la signature de Sekou Doumbouya qui avait été récemment coupé par les Nets. Et donc, voilà, qui vient gonfler un petit peu plus l'effectif. Est-ce qu'on peut espérer, Nas, tout à l'heure, on a parlé du manque de poste 3-4, de tenir sur le poste 3-4, d'autant plus que Trevor Ariza, qui était vu comme un titulaire en force,
s'est blessé et reviendra, je crois, d'ici 7 à 8 semaines. Pareil avec Taylor Horton-Tucker, qui était le poste 3 en sortie de banc à côté de Kendrick Nunn et Malik Monk, qui lui aussi s'est fait opérer et devrait revenir sous 7 à 8 semaines aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a du temps de jeu à prendre sur ces postes-là. On va pas mettre 48 minutes de Carmelo Anthony. Est-ce que Sekou Doumbouya aura la possibilité de performer et de gratter quelques minutes sur cette partie-là de la saison, en tout cas? Écoute, pour Doumbouya, oui. Pour Reeves, oui aussi, en fait, en vrai. Parce que pour moi, Reeves, il a un profil et qui fit un petit peu avec ce que nous proposait Taylor Horton-Tucker, avec effectivement peut-être moins de qualité offensive, mais de belles qualités défensives, je trouve, encore plus que Horton-Tucker. Et pour ce qui est de Sekou Doumbouya, effectivement, alors c'est pas, on va pas en faire le nouveau Frenchie Lockdown Defender qu'il n'est pas. Ce serait vendre du rêve pour rien. Et vous savez que pour nos auditeurs qui nous suivent depuis maintenant un moment, que c'est pas notre style de vendre du rêve, quoi. Faut rester assez terre à terre sur Sekou Doumbouya. On en parlait un peu en off. Si uniquement un two-way contract lui a été offert, c'est pas un hasard non plus. Mais c'est effectivement un two-way contract utile, finalement, qui présente peu de risques et qui peut potentiellement avoir une belle récompense si jamais ça match. C'est vrai que jusqu'ici, c'est intéressant. J'en parlais un peu sur le compte. On a échangé, en fait, on a swappé nos two-way contracts avec les Nets, entre guillemets. Nous, on avait Devante Cacok qui n'a pas été re-signé aux Lakers et à qui un two-way contract a été donné aux Nets. Et Sekou Doumbouya qui aurait potentiellement pu être un two-way contrat aux Nets après avoir été récupéré. Je crois qu'il avait été récupéré dans un trade par les Nets, il me semble, non ? Oui. Ouais. Finalement, n'a pas été reconduit par les Nets et se retrouve aux Lakers. Donc, petit swap. On verra qui a tort, qui a eu raison. Moi, je suis pas nécessairement un grand connaisseur de Doumbouya, mais pour avoir vu Cacok sur le parquet, c'est pas très compliqué d'être un upgrade de Devante Cacok, quoi, à mon sens, mais on verra qui a raison, qui a tort. Mais effectivement, Doumbouya va avoir un rôle, pas forcément prépondérant, mais il va avoir des minutes, en tout cas en l'absence d'Ariza et de Taylor Horton-Tucker, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, il est arrivé au Nets dans le trade de DeAndre Jordan. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Oui, dans le dump trade, c'était du dump. C'est ça. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, pour Sekou et pour Reeves. Si, totalement. En plus, ils ont le profil pour jouer et pour gratter quelques minutes. Ça sera beaucoup plus compliqué pour jouer l'Aïaï, par exemple, qui s'est pas forcément super montré sur cette saison. Mais voilà, sur la Summer League et sur la pré-saison. Bon, après, on sait ce que ça vaut, généralement, sur ces compétitions-là. Mais c'est toujours l'occasion de voir des têtes inconnues. Et Joël, pour le moment, n'a pas illuminé le cœur des Lakers fans. Comme Mac McClung, d'ailleurs. J'allais le dire. Le futur Alex Caruso. Merci pour les dunks. Pour les dunks pendant l'échauffement, mais voilà, quoi, ça va s'arrêter. La fantaisie Mac McClung, je crois qu'elle est arrêtée, elle s'est finie malheureusement. Non, mais par contre, c'est vrai que tu parles à juste titre de l'intérêt, on va dire, limité des compétitions telles que la Summer League ou la pré-saison, mais c'est aussi dans ces compétitions-là que des fois tu peux avoir de bonnes surprises. Caruso, on se rappelle de sa deuxième Summer League avec les Lakers. La première était quelconque, mais la deuxième était très bonne. Et c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à se dire, ah putain, ce Alex Caruso, c'est pas mal quand même, hein, tu vois. Et donc oui, c'est vrai que pour Ayayi, pour cette saison en tout cas, ça risque d'être un petit peu light. Après bon, il a un two-way contract, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a un effectif qui a 45 ans de moyenne, les blessures peuvent arriver et voilà, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais oui, effectivement, je vois plus Reeves qui a quand même, tu le sens quand même, qu'il a le coffre pour jouer en NBA, et Sekou qui a quand même un petit peu d'expérience. Effectivement, ces deux joueurs-là, ils seront amenés, en tout cas en début de saison, à avoir du temps de jeu. On a un petit peu parlé. J'allais te poser la question, Nas, en passant sur la prévue de cette saison. Les forces et les faiblesses de cet effectif qui a pas mal changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment des difficultés en termes de shoot et de création en dehors de LeBron James. Est-ce que déjà ces chantiers qui semblaient être ciblés par Rob Pelinka sont achevés? Est-ce que c'est satisfaisant ce qui a été amené à cette équipe? Franchement, oui. Objectivement, oui. Tu signes quand même des bons shooters. Bon, Bazemore n'est pas élite, mais ça reste un bon shooter. Ellington, c'est pas mal. Melo, c'est très bien. Monk, c'est très bien.
Nunn, c'est pas mal. Tu te retrouves quand même avec finalement un roster qui est capable d'allumer à 3 points, ce qui n'était pas nécessairement le cas de notre roster de la saison dernière. On parlait de playmaking, là maintenant tu as Russell Westbrook qui va jouer beaucoup de minutes et qui va occuper le parquet quand LeBron ne sera pas là. Donc tu auras quand même une option de playmaking plutôt pas mal en lieu et place de Russell Westbrook. Mine de rien, on rigole, mais Rondo, ça peut être aussi intéressant pour du playmaking de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Mais il a quand même toujours une petite vista. Moi, j'ai quand même regardé un petit peu la pré-saison et ces quelques rentrées avec Anthony Davis, ça restait quand même sympa, quoi. Ça faisait beaucoup penser aux Lakers du titre, dans lesquels Rondo, par moment, pesait par son playmaking de manière positive, évidemment. Donc oui, objectivement oui. Le problème c'est que ça a été au détriment de ce qui a un peu été l'âme de notre équipe qui a détruit un peu tout le monde en saison régulière la saison dernière, en dépit des blessures et qui était championne l'année d'avant. Voilà, un peu en dépit de la défense, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ouais, moi ce serait à peu près mon analyse là-dessus. Ouais, pour étayer ce que tu disais, au niveau du shoot, j'avais publié des stats, notamment après la première vague de signatures. Grosso modo, que ce soit, donc, il y avait 5 joueurs: Kendrick Nunn, Ken Bazemore, Malik Monk, Wayne Ellington, Trevor Ariza et Carmelo Anthony. 6, pardon, excusez-moi. Grosso modo, si ce n'est Trevor Ariza qui est dans la 64e percentile en termes de perimeter shooting. Donc, le perimeter shooting, c'est une stat avancée qui prend en compte le pourcentage au tir, mais aussi la capacité à se procurer des positions, à prendre des bons tirs, et voilà, ça juge aussi de la difficulté de ces tirs-là. C'est-à-dire que tu peux avoir Trevor Ariza qui soit élite ou pas sur son tir et qu'il les met dedans ou pas, ça reste un joueur dont le shoot sera respecté quoi qu'il arrive, quoi. Peu importe le match, peu importe le match-up, quoi. Donc c'est un peu ce qui est intéressant, je trouve, avec son profil. Excuse-moi, je te laisse continuer. Oui, tout ça pour dire que finalement sur cette stat-là, même des joueurs qui ont des pourcentages moins bons, oui, mais qui ont une capacité à créer des tirs comme Steph Curry ou Damian Lillard se verront récompensés. Et dans les joueurs qui ont été signés, si ce n'est Trevor Ariza qui est dans le 64e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 64% des joueurs qui sont moins bons que lui quand même, donc c'est quand même satisfaisant. Ken Bazemore, il y a 76% des joueurs de la NBA qui sont moins bons en termes de shooting l'année dernière que lui. Et bien les 4 autres joueurs sont entre le 89e et le 95e percentile. Donc c'est vraiment l'élite à ce niveau-là de la ligue. En termes de role player, ça risque d'être difficile de faire mieux de ce côté-là. En tout cas pour les pros, pour combler au manque de la saison dernière, quoi. C'est ça. Par contre, comme tu le dis, en termes de défense, finalement, il n'y a que Trevor Ariza et Ken Bazemore qui apportent des certitudes. Et on a vraiment des gros red flags sur certains. Je mets Kendrick Nunn à part, mais Malik Monk, Wayne Ellington et Carmelo Anthony, c'était des joueurs qui étaient relativement bien planqués par leur équipe et qui s'avéraient quand même des poids morts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des stats négatives, on s'interroge à voir si vraiment ton coach essaie de te cacher, essaie de te donner sur un rôle comme on avait donné à Rondo, à savoir défendre sur des shooters qui ne bougent pas, enfin des spot-up shooters, ou traverser des écrans, ou vraiment te donner des tâches difficiles, à savoir défendre sur le porteur de balle adverse. Ce qui était le cas de Kendrick Nunn, par exemple. C'est-à-dire qu'à part Trevor Ariza et Jimmy Butler, à Miami, en termes de stats, c'était lui qui avait le plus de temps possible les porteurs de balle adverses. Donc un match difficile. Et puis quand tu le vois se déplacer, etc., Nunn en défense, tu sens qu'il n'est pas non plus totalement abruti. Hein. Tu sens quand même qu'il sent le jeu en défense, qu'il est capable de faire des switches sympas, qu'il est capable de contenir un mec qui drive vers le panier, etc. Il a quand même... c'est pas le trou plein d'errance défensive dans tous les sens, quoi. C'est ça. Et tu peux supposer que Kendrick Nunn, quand il va arriver à Los Angeles, il n'aura pas forcément le même rôle défensif puisque tu auras Talen Horton-Tucker en sortie de banc. Ouais. Est-ce qu'un autre rôle, moins qui lui demande moins de rigueur, en tout cas défensive, et moins d'application, le soulagera en termes d'efficacité, c'est possible. Par contre, Malik Monk et Carmelo Anthony, qui étaient déjà planqués à Portland et à Charlotte, ça s'annonce compliqué pour eux et ça s'annonce être un casse-tête très sympathique pour Frank Vogel. Ouais. Voilà, pour revenir sur ça. J'avais noté, Nas, ce qui est vraiment... l'argument numéro 1 quand on parle des Los Angeles Lakers pour expliquer pourquoi ils n'iront pas au bout, c'est l'âge. Est-ce que l'âge t'inquiète de ce côté-là ? Franchement, non. Personnellement, non. Notre effectif du titre, il n'était pas nécessairement jeune. Hein.
pas spécialement jeune dans son ensemble. Non, personnellement, c'est vrai que j'ai vu, je crois que c'était Westbrook qui en rigolait en conférence de presse. Qui disait qu'effectivement les joueurs en sont conscients de tout le foin médiatique autour de la moyenne d'âge de l'équipe et qu'ils en rigolent entre eux. Et franchement, c'est bien pour eux. Non, moi, je suis pas inquiet. Écoute, effectif vieux, certes, mais tu es aussi quand même capable d'attirer des jeunes, des plus ou moins jeunes, on va dire, qui vont être capables de quasiment se prostituer pour un contrat aux Lakers, quoi. Comme Monk, tu vois, c'est assez inespéré d'avoir ce type, c'est sur un minimum, donc si je dis pas de bêtises. C'est assez inespéré de récupérer un Malik Monk minimum vétéran, quoi. Donc, alors qu'il n'est lui-même pas vraiment un vétéran, c'est un semi-vétéran, on va dire. Donc non, pas nécessairement inquiet pour l'âge de l'équipe. T'as quand même des éléments jeunes intéressants comme Martin Tucker et potentiellement dans tes non draftés comme Reeves, donc ou Sekou maintenant. Donc non, pas nécessairement inquiet par rapport à l'âge de l'équipe. Je sais pas ce que toi en penses, mais moi... Non, je suis pas particulièrement inquiet non plus. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de profil, jeune. J'ai souvenir que pour justifier la non-resignature de Jared Dudley, Rob Pelinka lui avait dit vouloir rajeunir l'effectif. Et les deux joueurs qui signent derrière, c'est Rajon Rondo et DeAndre Jordan, tu vois. Surtout DeAndre Jordan, je pense qu'on aurait pu s'en passer, quoi. Ouais, Wayne Ellington qui est plus jeune non plus. Bref, ouais. Non, mais c'est clair. Voilà. Après, par contre, j'aimerais rebondir sur une qualité peut-être insoupçonnée de notre signature. Donc, on avait vraiment ciblé le spacing et le playmaking pour soulager LeBron. Il y a aussi la création de tir, finalement, qu'on pensait avoir trouvé avec Dennis Schroeder et Montrezl Harrell, et qui manquait toujours en dehors du duo LeBron-AD, des joueurs capables de se créer leur tir, pas forcément pour les autres, mais de créer leur tir, de finir sur des drives ou d'enchaîner sur des pull-ups. Et là, c'est vrai qu'avec les signatures notamment de Kendrick Nunn et de Malik Monk, ça peut promettre notamment Kendrick Nunn, si tu lui laisses la zone à mi-distance, peut-être que ça va donner le tournis à certains. Mais Melo aussi, hein. Melo aussi, parce que, Melo, clairement, oui. J'imagine que tu y pensais, mais c'est vrai qu'on l'a vu là sur cette pré-saison, il est quand même capable de mettre des paniers, hein. Franchement, il peut en mettre. Il a toujours un fade-away mid-range, un turnaround mid-range intéressant. Finition au cercle, tu sens que c'est poussif, mais quand il est pas trop marqué, ça peut le faire. À 3 points, il est capable aussi. Alors à 3 points, il va plus être sur du catch and shoot que vraiment de la pure création. Il va pas faire des step back threes, mais en tout cas, à mi-distance, il a toujours ce talent pour pouvoir se créer son propre tir avec une efficacité plutôt intéressante, quoi. Oui, non, mais je parlais surtout de Monk de Nunn et de Monk parce qu'ils sont pas forcément les plus connus et en tout cas les plus hypés. C'est sûr que Carmelo Anthony, c'est ses compétences et ses points forts depuis son arrivée dans la ligue. Voilà. Ouais, non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que pour Nunn et pour Monk, t'as totalement raison. Monk, ce qui est sympa avec lui, c'est qu'il apporte aussi de la verticalité qu'on n'avait pas nécessairement la saison dernière. Donc c'est bien aussi. C'est intéressant. Nas, on va passer aux discussions qui peuvent déranger. Yes. Est-ce que tu préfères commencer par la rotation? Tu te mets à la place de Frank Vogel et tu décides de la rotation avec ton 5 et tes remplaçants principaux. Ou est-ce que tu veux parler d'entrée du classement pour expliquer qu'on va terminer 8e ou 1er selon ton choix? Non, mais on peut chacun se dessiner notre 5 de départ. Ouais. Sachant qu'il va quand même pas mal fluctuer vu qu'on a des blessures et c'est vrai que ça nous met un peu dans la merde d'enregistrer ce podcast après l'annonce de la blessure de Ariza, mais bon, c'est pas grave. On fait quoi? On fait comme si Ariza était là? Ouais. On fait comment? Ouais. Oui. Moi, mon 5, si Ariza est là, ce serait Russell Westbrook, Ken Bazemore, Ariza, LeBron et AD. Je pense que c'est le même pour toi aussi. C'est le même pour moi. Pour moi, en tout cas, Bazemore, ça va être obligatoire de l'avoir dans le 5 de départ. Et je veux pas voir les Malik Monk, Nunn, machin, dans le 5 de départ. Non. Ce sera Bazemore. Ça se voit qu'il est quand même à l'aise. Pas forcément pour lockdown. Il va pas forcément te lockdown Curry ou Lillard. Il en est, je pense, pas capable. Mais s'il y a moyen, si on veut avoir une vibe Caruso dans cette équipe, il y a pour moi que Bazemore qui peut nous l'apporter.
Et il reçoit régulièrement des compliments de la part de Frank Vogel en disant que c'est le joueur le plus consistant en défense. Il y avait eu un papier sur The Athletic avant le Media Day expliquant que c'était quasiment fixé que LeBron James et Anthony Davis seraient alignés sur les postes 4 et 5, que Russell Westbrook serait le logique titulaire à la main et que Trevor Ariza les accompagnerait. Il y avait un peu plus d'incertitude sur le poste d'arrière. Ouais. Nous, c'est vrai que depuis le début, depuis la signature de Ken Bazemore, on avait milité, en tout cas on ne voyait que lui pour occuper ce poste 2, puisque capable à la fois d'apporter du spacing à ces joueurs qui en ont besoin d'un certain paquet, notamment Russell, et d'apporter en défense. Et pour le coup, ça se vérifie aussi sur cette pré-saison, et ça se verra d'autant plus quand les 3 têtes d'affiche seront là et qu'il y aura moins de ballons à négocier. Exactement. Et donc en sortie de banc, tu verrais qui ? En sortie de banc, évidemment, tu mets Kendrick Nunn, tu mets Malik Monk, tu mets Talen Horton-Tucker. Ça, je te dessine vraiment une seconde unit sans Russell Westbrook et sans AD, parce que de toute façon, on les verra forcément il y aura forcément des swaps avec ces 2 joueurs-là, mais en tout cas, là, comme ça, Kendrick Nunn, Malik Monk, Talen Horton-Tucker, Melo et Dwight. Voilà, et moi, je sors de la rotation totalement d'Andre Jordan. Je vois pas un monde où ce joueur jouerait plus de 3 minutes par match aux Los Angeles Lakers, quoi. Sans blessure, du moins. C'est sûr que si Dwight Howard se pète ou que Anthony Davis a la grippe, ça c'est sûr. On le verra un peu plus. Ça c'est sûr. Mais oui, voilà. Dans l'éventualité où Anthony Davis et Dwight Howard sont sur pied, pour moi, DeAndre Jordan n'a rien à faire dans la rotation. Il a tout simplement pas le niveau, en fait. C'est pas que j'ai rien contre ce type, hein. Il ne doit pas de l'argent, mais il a juste pas le niveau, quoi. Il a juste pas le niveau. Il suffit de le voir sur un parquet NBA pendant 2 minutes et tu te dis, mais ce mec-là, il est perdu. Il sait même pas ce qu'il fait là lui-même, tu vois. Donc ça se voit que c'est un brave type, super charmant et tout, tu le vois. Il est attachant et tout. Bon élément pour le vestiaire, ça se voit. Ouais, bonne ambiance aussi. Ouais. Excellent élément pour le vestiaire. Mais s'il pouvait du coup avoir un rôle à la Dudley, moi ça m'irait très bien. Tu vois, un peu le mec marrant du vestiaire, expérimenté, ce serait cool. Donc voilà, avec potentiellement du temps pour Rondo si on a de la blessure sur les guards, évidemment. Ça c'est sujet à la santé de nos différents joueurs. C'est ça. Après, comme tu l'as dit, au niveau des rotations, on verra certainement des rotations où LeBron James et Russell Westbrook se partageront le temps à la main. En fait, il y aura toujours pour moi. C'est ça. Il y aura toujours LeBron ou Westbrook sur le parquet. Déjà. C'est ça. Et Vogel fera en sorte que ça arrive, j'en suis sûr. Et dans les moments où il n'y aura pas Anthony Davis, je pense qu'il fera de son mieux pour mettre LeBron au poste 4 et un poste 5 genre Dwight Howard, tu vois. Mais voilà, il y aura toujours un point guard dominant. Et là, je parle vraiment pas de crunch time pour le coup, je parle vraiment des minutes, on va dire, sur les 3 premiers cartons. Mais ouais, voilà, c'est comme ça que je le vois venir. Après, effectivement, tout ça n'est que supposition, puisque Ariza s'est pété, sa chirurgie est pas évidente quand même pour quelqu'un de son âge. À voir comment il va récupérer tout ça aussi. À voir aussi si on décide de cramer notre 15e spot, parce qu'on l'a pas encore cramé, même malgré la signature de Doumbouya, sur un James Ennis qui nous fait des appels de Tarzan depuis 48 heures. Non, mais c'est pour ça que ça va pas se faire. Tu peux pas faire autant d'appels de phare et espérer être signé, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, moi c'est un peu ce que je me disais aussi. Je me disais, putain, il force de ouf, quoi. Il force de ouf. Mais toi, qu'est-ce que tu en aurais pensé en 2 minutes du profil James Ennis, du coup? À un moment donné, on en avait parlé, c'est-à-dire que oui. James Ennis sort d'une très bonne saison free and D. C'est-à-dire que vraiment ses pourcentages à 3 points et ses stats défensives sont très bonnes. Par contre, quand tu regardes son historique, notamment sur les saisons d'avant, tu sens qu'il y a quand même une odeur de fraude. C'est-à-dire que contractière, voilà, elle était là. Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté-là. Il y a le côté en fait, où c'est un peu un one-season wonder quoi, sur ce profil-là. Je sais pas. Et puis, est-ce que ça risque pas finalement de faire bouchon si tu fais signer ses coups et que tu vois en lui un vrai potentiel aussi, tu vois, je sais pas. Et puis qu'est-ce que tu lui promets? C'est-à-dire que lui, James Ennis, qui vient, il a la trentaine, est-ce qu'il espère vraiment faire partie de la rotation? Est-ce qu'il va accepter un rôle moindre comme finalement Rajon Rondo semble l'avoir accepté? Ou est-ce qu'il va, comme je l'ai dit, il va te foutre la main dans le vestiaire parce qu'il va vouloir gratter des minutes comme d'autres qu'on a vu passer à Los Angeles? C'est la question, c'est toujours... Par contre, tu vois, alors, je sais même plus s'il a signé quelque part, il me semble qu'il est parti en Europe. Alfonso McKinney, tu vois, il aurait pu avoir ce rôle
avec quelques minutes à gratter et un contrat non garanti. C'est marrant, mais tu vois, ce mec-là, je trouve ça con qu'on n'ait pas gardé, quoi. Ouais, j'avais bien aimé son passage. Ouais. Bah, moi aussi. Même si c'était un passage très court, enfin, en tout cas en termes de minutes, mais intéressant. Après, il y a aussi Wes Matthews, hein. On en parle. Oui. On a un 15e spot ouvert, mais Wes Matthews n'a toujours pas d'équipe. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans l'idée? Ça règle pas le problème du 3-4, ceci dit. Ouais, je pense que surtout, Rob Pelinka va faire comme l'année dernière et garder un spot libre pour la deadline. Pour les buyouts. Je pense qu'on va attaquer la saison comme ça et c'est court. Peut-être sa chance pour gratter quelques minutes en attendant que Ariza et THT reviennent, mais je ne vois pas de nouvelles signatures là. On pourra espérer avec cette équipe de bras cassés, potentiellement la renforcer pour aller gratter le play-in avec les buyouts au mois de janvier. Voilà. Par exemple, quand André Drummond va se faire couper par Philadelphie, il pourra revenir. On lui trouve une place de titulaire, il n'y a pas de souci. Bah écoute, c'est bien, ça nous fait une transition rapide sur nos espoirs pour la saison et où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se voit. C'est ça. Donc l'année dernière, on rappelle, on passe par le play-in, du fait des nombreuses blessures et d'un manque d'automatisme. Cette année, tu nous vois où ? C'est une bonne question. Je nous vois dans le top 3 à l'ouest. La question, c'est à quelle place à l'ouest, quelle place du top 3, c'est dur vraiment de l'imaginer, mais ouais, je nous vois dans le top 3 à l'ouest. Franchement, je nous vois dans le top 3 à l'ouest. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Du fait des concurrents, ouais. Ouais, bah oui, c'est ça. Utah, beaucoup plus régulier sur la saison régulière. Ouais, peut-être les Suns encore, à la limite. Après, ça peut vite arriver, hein, tu sais, Dallas qui performe... Denver qui continue toujours avec son rythme, avec son Nikola Jokic à 5 km/h, mais toujours avec 3 coups d'avance sur la défense adverse. Ouais, tu peux finir 4e ou 5e, ça dépend. Moi, question je ne vois pas finir derrière Dallas. Hein. Franchement, franchement, je ne vois pas finir derrière Dallas. Derrière Denver, peut-être, s'il y a beaucoup de load management, et encore. Mais moi, effectivement, une équipe vraiment solide sur la saison régulière qui vont être performantes et qui peuvent potentiellement venir devant nous. Je vois le Jazz et les Suns, là, comme ça, et c'est tout, quoi. Ouais, ok. Tu vois un effectif, créé pour gagner, ou tu penses qu'il y a toujours des choses à améliorer de cet effectif-là ? Tu attends toujours une signature à la trade deadline pour vraiment dire que les Los Angeles Lakers sont candidats au titre ? Bah non, évidemment, on est candidat au titre avec ou sans un 15e spot. De toute manière, sincèrement, quand tu fais l'inventaire des options qui nous restent là aujourd'hui pour ce 15e spot, je pense que tu parles de celui-ci, on est d'accord, hein, pas des buyouts encore. Ouais, non. Ouais, il reste plus grand-chose. Hein. Là maintenant, là c'est vraiment les fonds de tiroir, il te reste... un fond de Jet 27, quelques clopes, et puis voilà quoi. Donc ouais, non, on a une équipe là qui est largement taillée pour aller chercher un titre. Et puis, faut pas oublier aussi que nos homologues, notre jumeau maléfique des Clippers, n'ont pas la même chance que nous, puisque eux vont devoir être privés de la moitié de leur superstar. Pendant une bonne partie de la saison. Donc non, on a un effectif qualitatif, on a un Anthony Davis qui est en forme hein, quand même, ça se voit, il joue pendant la pré-saison, ça fait quand même plaisir, tu vois. Il aura joué quasiment tous les matchs, il en a raté qu'un je crois sur les 4 premiers. Ça fait plaisir, il a l'air bien, il court sans aucun problème, il gambade. LeBron a l'air de s'être un petit peu affiné, mais à la fois aussi affûté, donc c'est intéressant. Westbrook a l'air ravi d'être là et ça reste quand même Russell Westbrook. Certains comptes NBA France trouvent que 2 de nos 3 superstars sont les 2 joueurs les plus surcotés de la ligue. Tant mieux pour eux. Moi, je pense pas. Et puis ouais, non, effectif solide. Faut pas oublier aussi qu'en face, à l'Est, on a les Bucks qui vont faire peur. On a les Sixers, on sait pas trop où est-ce que ça va, quoi. On sait pas trop qui va jouer, qui va pas jouer. Et les Nets, ils vont jouer à 2 superstars sur 3. Alors, c'est pas n'importe qui, mais pour l'instant, ils vont jouer sans Kyrie Irving. Donc, à voir comment ça va se décanter. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais on a quand même une très très belle équipe. Ouais, tout reste à voir. Ce qui reste à voir, c'est tout ce qui est lié au coaching staff et ce que va pouvoir apporter le nouveau playbook de Frank Vogel, puisqu'on a visiblement vu des systèmes qui n'étaient pas mis en place l'année dernière, qui auraient pu être efficaces l'année dernière. Donc visiblement, le coaching staff a appris de ses erreurs. À voir si on arrivera à les ressortir une fois que les 3 stars seront alignés sur le parquet. Ça reste toujours... On s'est séparé de Ludell Hollins cet été, non ? Oui, je crois qu'on s'est séparé aussi de Jason Kidd. Enfin, Jason Kidd est parti ailleurs. Oui, Jason Kidd est parti ailleurs, mais ouais,
c'est peut-être pour ça qu'on commence à avoir des systèmes aussi, tu vois. Ouais, c'est l'apport de Dave Fizdale. Ouais. Non, mais après, on rigole, mais les fans du 8 en ont un bon souvenir de ce mec. Moins les fans des Knicks, pour le coup, mais ouais. Et non, mais Marc oui, Gasol. ouais, Marc Gasol aussi. Mais non, mais ouais, équipe intéressante, équipe avec des défauts, de toute façon. En fait, à partir du moment où. Enfin, je veux dire, quand tu fais le choix assumé de signer Russell Westbrook, tu sais de toute façon que ton équipe, elle sera jamais équilibrée. Parce qu'en fait, Russell Westbrook apporte beaucoup de belles choses, mais il apporte aussi beaucoup de choses, entre guillemets, néfastes, si je peux dire ça comme ça. Et c'est compliqué de construire une équipe super compétitive quand tu as déjà Russell Westbrook, enfin compétitive, on va dire super équilibré quand tu as déjà Russell Westbrook, Anthony Davis et LeBron James dans ton roster, faut pas l'oublier aussi. Donc non, plutôt content. On va partir avec des joueurs motivés quand même qui seront pas là comme des Schroeder à s'en battre les couilles. Donc non, plutôt satisfait. Ok, très bien. Nas, on se donne rendez-vous d'ici 2-3 semaines quand les Lakers seront à 0-9 ou 0-10 sur le début de On saison. fera un podcast crise plutôt possible. Et je te propose d'attendre Adrien pour relancer les paris parce que ça serait dommage de passer à côté de Ouais, carrément. Totalement. ce moment collectif. Un mot de la fin ou pas? Bah écoute, un mot de la fin, Go Lakers, allons chercher ce putain de titre. L'histoire quand même serait belle de voir Russell Westbrook titré dans sa ville de toujours. Melo enfin récupérer cette bague qu'il veut tant aux Lakers. Enfin, je veux dire, il y a quand même plein de belles histoires. Dwight Howard qui récupérait, imagine, une deuxième bague aux Lakers à cet âge-là avancé. Ce serait beaucoup de très belles histoires. Donc ouais, une saison prometteuse et puis potentiellement une revenge season pour Anthony Davis aussi. Donc plein de choses excitantes pour cette saison. Ok, moi je terminerai en vous remerciant tous parce que vous êtes de plus en plus à, non pas ne serait-ce que nous écouter, mais à nous suivre sur le compte, à débattre avec nous, à échanger et c'est toujours très plaisant ces moments-là d'échange. C'est pour ça qu'on tient ce compte, donc merci beaucoup à vous. Non, mais c'est vrai, et puis c'est vrai que même sur la chaîne YouTube, on a quand même maintenant 1600 abonnés, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, on en a pris en 1170, mine de rien, le compte augmente et on a fait le podcast de Russell Westbrook a très bien marché aussi. Donc non, super, merci à vous tous. Merci pour les 2,76 €, ça fait plaisir aux monteurs. Ouais, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve d'ici 2-3 semaines, les gars. Allez, à bientôt, les gars. Ciao, bonne soirée.